On nous a souvent répété qu'il fallait rêver grand, travailler dur et courir après l'avenir avec une ambition sans relâche. Mais la réalité, c'est qu'un rêve, sans système qui le soutienne, n'est rien de plus qu'un chaos bien habillé. Les personnes qui parviennent à créer des vies extraordinaires, riches financièrement, mais aussi pleines de sens, ne le font pas en travaillant simplement plus que les autres. Elles se concentrent sur les bonnes choses, dans le bon ordre, au sein d'un système pensé pour produire des résultats de façon fiable. La société valorise l'effort acharné, glorifie le succès du jour au lendemain et encense ceux qui ne dorment jamais. Pourtant, les vrais gagnants ne sont pas en train de s'épuiser à la tâche. Ils sont en train de concevoir leur avenir. Là où la plupart réagissent aux imprévus, eux mettent en place des structures qui anticipent et absorbent les chocs. Leurs résultats ne sont pas dus à la chance. Ils sont le produit d'une mécanique. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'architecture. Ce n'est pas la force brute, c'est l'alignement. Si vous aspirez à un futur abondant, sur le plan financier, créatif ou spirituel, il ne viendra pas par hasard. Il devra être construit. On ne manifeste pas le succès, on le conçoit, on l'organise et on le rend inévitable grâce à des systèmes adaptés. Un bon système n'est pas une cage froide. C'est un cadre qui canalise votre énergie, trace des chemins clairs pour vos objectifs et vous protège de l'épuisement. Il offre un élan répétable qui ne dépend pas de votre humeur du lendemain. Au milieu de cette réflexion, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse pour m'adresser directement à vous. Si vous appréciez ce type de contenu, je vous invite chaleureusement à soutenir notre travail. Abonnez-vous à Bibliothèque Audio, laissez un commentaire pour partager votre avis et cliquez sur « J'aime » si cette lecture vous apporte de la valeur. Votre soutien permet à cette communauté de grandir et nous motive à vous proposer toujours plus de contenus enrichissants. Revenons au cœur du sujet. Un système bien conçu crée de la liberté et non de la restriction. Lorsque votre structure fonctionne, votre esprit est libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre vision, votre impact, vos relations, votre créativité et votre paix intérieure. C'est cela que ce livre, ou plutôt ce guide, propose. Non pas un simple coup de motivation passager, mais un véritable plan pour bâtir des systèmes alignés sur votre mission, capable d'automatiser votre croissance et de faire de l'abondance votre point de départ, et non votre objectif final. Tout commence à la racine. Concevoir une architecture qui reflète votre identité et vos valeurs profondes, plutôt que de copier le modèle de quelqu'un d'autre. Ensuite, il s'agit de simplifier et d'automatiser les tâches répétitives, d'organiser votre esprit, d'installer des habitudes durables, de mesurer ce qui compte réellement et de faire évoluer vos résultats en accord avec la personne que vous souhaitez devenir, et pas seulement avec ce que vous voulez posséder. L'objectif n'est pas uniquement d'être productif, c'est d'atteindre la clarté, de renforcer la confiance en soi et de se libérer du chaos. Vous serez amené non pas à en faire plus, mais à construire mieux, à cesser de disperser votre énergie dans des objectifs éparpillés et à l'investir dans une structure solide. Car une fois votre système en place, votre avenir n'est plus une inconnue. Il devient une conséquence logique. Beaucoup essaieront d'éviter cette étape de construction. Ils chercheront des raccourcis, des astuces, un coup de génie ponctuel, et resteront bloqués dans les mêmes cycles. Ce guide n'est pas pour eux. Il s'adresse à ceux qui acceptent de bâtir pierre par pierre, à ces architectes silencieux qui savent que le véritable pouvoir ne réside pas dans un exploit isolé, mais dans la création d'une machine qui gagne chaque jour. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin d'un système qui ne dépende pas de votre motivation. Vous n'avez pas besoin d'accumuler les objectifs. Vous avez besoin d'une structure qui rende les résultats automatiques. Vous n'avez pas besoin de prédire l'avenir. Vous devez le construire. Et tout commence par la même étape.
concevoir le système, puis laisser ce système bâtir votre futur. Chaque gratte-ciel commence par un plan, pas par l'acier ou le verre. Un dessin précis, réfléchi, qui détermine la forme et la solidité de l'ensemble avant même que la première poutre ne soit posée. Sans cette étape, le bâtiment s'effondre sous le poids de sa propre ambition. Il en va de même pour votre vie. Si vous voulez poursuivre l'abondance, un but clair, un futur qui vous inspire, vous devez d'abord définir l'architecture qui le rendra possible. La plupart des gens construisent leur vie à l'envers. Ils courent après les résultats, argent, statut, influence, puis tentent d'improviser des routines pour maintenir l'édifice debout. Mais l'abondance ne va pas à ceux qui chassent les résultats. Elle va à ceux qui conçoivent des écosystèmes où chaque élément de leur vie fonctionne en harmonie. Le temps, l'énergie, la concentration, les ressources. Votre vie actuelle est déjà un système, que vous en soyez conscient ou non. Vous vivez dans un ensemble d'habitudes, de croyances et de routines qui produit vos résultats quotidiens. Si ces résultats ne vous satisfont pas, ce n'est pas parce que vous êtes cassé, mais parce que votre système génère exactement ce pourquoi il a été conçu. Un emploi du temps chaotique, une énergie irrégulière, des objectifs inachevés. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des failles de système. Et un système défaillant peut être repensé. La première étape de cette refonte est la prise de conscience. Identifiez les endroits où votre architecture actuelle gaspille du temps, épuise votre énergie ou agit à l'encontre de votre vision. Ensuite vient l'intentionnalité. Choisir de nouvelles structures qui soutiennent la personne que vous êtes en train de devenir, et non celle que vous étiez hier. L'abondance ne se trouve pas, elle s'atteint par alignement. Cet alignement commence par des questions simples mais profondes. Quel genre de vie ai-je envie de vivre au quotidien? Quel état émotionnel veux-je cultiver? Quel travail me fait me sentir vivant? Quelle routine m'épuise ou me tire vers le bas? Si votre architecture ne répond pas à ces questions, vous n'êtes pas en train de construire, vous improvisez. Et l'improvisation peut être brillante dans le jazz, mais elle est désastreuse quand il s'agit de bâtir une vie. Un système bien pensé agit comme un garde-fou. Il vous soutient quand la motivation flanche. Il structure votre créativité. Il vous permet de montrer votre meilleur visage sans devoir lutter chaque matin contre vos mauvaises habitudes. Vous n'avez pas besoin de gagner une bataille de volonté quotidienne. Si le système est bien conçu, il vous porte au-delà des frictions. Une mentalité de rareté pousse à tout contrôler manuellement, à microgérer chaque détail, à s'épuiser dans l'illusion de la maîtrise. La mentalité d'abondance, elle, ne cherche pas le contrôle. Elle cherche la structure. Pas une structure rigide et étouffante, mais une conception volontaire qui libère du temps et de l'espace pour ce qui compte vraiment. Pensez à votre vie comme à un jardin. Les graines que vous plantez, intentions, valeurs, idées, ne peuvent s'épanouir que si l'environnement les soutient. Vous ne pouvez pas forcer une récolte, mais vous pouvez créer les conditions idéales pour qu'elles deviennent naturelles. Lumière, eau, sol fertile. C'est là que commence l'architecture de votre abondance. Depuis des décennies, nous avons été conditionnés à croire que la seule voie vers le succès passait par le hustle permanent. Se lever avant l'aube, travailler plus que tous les autres, sacrifier sommeil, loisirs et parfois même santé pour atteindre ses objectifs. Les réseaux sociaux regorgent d'images de ces travailleurs infatigables, de ces entrepreneurs qui semblent vivre uniquement pour leur réussite. Ce modèle attire parce qu'il donne l'impression que tout repose sur la volonté brute, qu'il suffit de vouloir plus pour avoir plus. Mais derrière cette image glamour de l'effort extrême se cache une vérité moins séduisante. L'épuisement, l'irrégularité et, trop souvent, le regret. Car l'effort acharné, s'il n'est pas structuré,
devient une ressource qui se consume vite et laisse derrière lui un terrain aride. L'état d'esprit tourné vers l'abondance ne rejette pas le travail intense. Il redéfinit simplement son cadre. Il ne vénère pas le mouvement perpétuel, il valorise le rythme. Et il faut comprendre que tous les efforts ne se valent pas. Il y a une différence immense entre activité et efficacité, entre agitation et progression réelle. Le rythme, c'est cette capacité à transformer l'énergie en résultat durable, sans provoquer l'effondrement. Le mythe de l'effort acharné séduit parce qu'il donne un sentiment de contrôle immédiat. On se dit que si l'on pousse plus fort, si l'on dort moins, on arrivera plus vite. Et, dans certains cas, cela fonctionne, mais seulement à court terme. C'est un carburant qui brûle vite et salit le moteur. Il s'appuie sur des pics émotionnels, sur l'adrénaline et la caféine, pour masquer l'absence d'un système soutenable. Le rythme, lui, est un carburant propre. Il respecte les cycles naturels de l'énergie, de la créativité et de la récupération. Il pose une question essentielle que l'effort acharné ne se pose jamais. Comment puis-je continuer à avancer, même lorsque je ne suis pas à mon meilleur niveau? Ce changement de perspective est fondamental. L'effort acharné suppose que vous serez toujours au maximum, toujours disponible, toujours en train de pousser. Mais vous n'êtes pas une machine. Même les machines ont besoin d'entretien. Même les logiciels ont besoin de mise à jour. Vous avez besoin de repos, de réflexion et de recharge. Non pas pour faire plus, mais pour faire mieux. Le rythme n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie. C'est l'art de maintenir une cadence qui vous permet de continuer à créer de la valeur sans sacrifier votre santé, vos relations ou votre sérénité. Et l'abondance véritable ne peut exister sans rythme, car elle se joue sur le long terme. Pourquoi, alors, tant de gens résistent-ils à cette idée? Parce que le rythme peut sembler plus lent au départ. L'effort acharné donne l'illusion de la vitesse. Mais le rythme donne ce que l'effort brut ne pourra jamais offrir: la durabilité. Il vous permet de construire la constance, et la constance, elle, crée un effet cumulatif qui dépasse tous les coups d'éclat. Une personne qui travaille avec rythme et structure pendant 1 an surpasse toujours celle qui alterne phases d'efforts intenses et longues périodes d'essoufflement. Ce qui compte dans la construction d'un avenir, ce n'est pas la vitesse atteinte en 1 semaine, mais la fiabilité de votre construction au fil du temps. Observez les meilleurs dans n'importe quel domaine: athlètes, musiciens, entrepreneurs. Aucun ne repose sur une course folle, permanente. Tous s'entraînent avec rythme, se reposent avec rythme et évoluent selon un flux structuré qui maximise leur performance sur la durée. Ils connaissent des saisons de croissance, de perfectionnement et même de pause. Cette sagesse est inscrite dans leur cadence. Ce n'est pas seulement pousser, c'est doser. Pour passer de l'effort acharné au rythme, il faut commencer par une honnêteté radicale. Quel est le prix que vous payez pour votre manière actuelle de travailler? Échangez-vous votre clarté à long terme contre de l'intensité à court terme? Êtes-vous constamment fatigué, mais étrangement fier de ce statut d'épuisé permanent? Cochez-vous des cases sans ressentir de véritable progression intérieure? Ensuite, examinez votre emploi du temps. Est-il construit autour de vos cycles d'énergie naturelle ou bien selon les attentes d'autrui? Le rythme commence là. Alignez vos priorités avec vos heures de pic de performance. Protégez vos moments de récupération et acceptez que le repos fait partie intégrante de la productivité durable. Le but n'est pas de réduire vos ambitions, mais de canaliser votre énergie de façon intelligente. Vous n'avez pas besoin de 8 heures de travail intensif par jour pour progresser. Souvent, 2 à 3 heures profondément concentrées, soutenues par des systèmes qui éliminent les frictions, suffisent à accomplir plus que des journées entières d'agitation dispersée. La magie du rythme,
c'est qu'il amplifie vos efforts en supprimant le bruit qui les entoure. Il simplifie, il affine, il permet le repos sans culpabilité et l'action sans panique. Adopter le rythme implique aussi de désapprendre certaines croyances. Beaucoup de personnes sont accros à l'occupation constante, car cela leur donne une impression de valeur. Mais être occupé et être efficace ne sont pas synonymes. L'abondance découle d'un choix, celui de se détacher de l'activité pour l'activité et de s'ancrer dans la création intentionnelle. Lorsque vous intégrez le rythme, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez plus présent. L'effort acharné disperse l'esprit. Le rythme l'ancre. Vous commencez à anticiper vos moments de haut et de bas en énergie. Vous programmez vos travaux les plus exigeants lorsque votre esprit est frais et réservez vos périodes de creux à des tâches plus légères. Vous cessez de vous excuser pour vos pauses, car vous comprenez qu'elles sont une partie essentielle du système. Le rythme n'est pas une excuse pour se laisser porter. C'est une architecture qui permet à votre créativité de s'épanouir, à votre santé de rester stable et à votre esprit de demeurer clair. C'est une barrière protectrice autour de votre énergie qui devient alors votre monnaie la plus précieuse. Dans la construction de votre système, le rythme doit être un pilier. Il ne suffit pas de planifier quoi faire, il faut aussi planifier quand le faire et comment récupérer ensuite. Concevez un tempo que vous pouvez maintenir. Pensez en cycle. Organisez votre semaine pour qu'elle inclue à la fois des phases de production et de maintenance, d'action et de réflexion. Car, au final, l'effort acharné peut attirer l'attention. Mais le rythme, lui, vous donnera la liberté. Et la liberté, c'est ce que signifie réellement l'abondance. La liberté de choisir, de créer, de savourer le processus sans s'épuiser à le poursuivre. Le rythme, c'est la manière dont vous protégez cette liberté. C'est la garantie que ce que vous construisez ne s'effondrera pas sous son propre poids. On ne peut pas bâtir un futur que l'on n'a pas défini. C'est une vérité simple, mais que beaucoup préfèrent éviter, car elle oblige à la clarté. Et la clarté, elle, impose de ralentir, de choisir ce qui compte vraiment et d'écarter tout le reste. Définir sa vision, c'est faire un tri. Mettre en avant ce qui est personnel et mettre de côté ce qui est imposé par les modes, par la pression sociale ou par les attentes d'autrui. Trop de gens poursuivent des objectifs qui ne sont pas les leurs, des carrières choisies pour le statut, des styles de vie copiés sur des écrans, des rêves empruntés à quelqu'un qui parle plus fort qu'eux. Mais un système efficace, capable de soutenir une vie abondante, ne peut exister qu'à partir d'une vision radicalement claire de ce que vous voulez vraiment. Il ne s'agit pas de fixer des objectifs vagues, mais de définir la vie que vous voulez mener avec une précision qui donne une direction et un sens à chacune de vos journées. La clarté est le premier acte de puissance. Sans elle, même les systèmes les plus ingénieux s'effondrent, car ils n'ont pas de cap précis. Vous pouvez remplir vos journées d'outils, de planning et de méthodes, mais si la destination est floue, vos efforts laisseront un goût d'inachevé. Vous travaillerez dur, mais vous resterez insatisfait, car le chemin ne mène nulle part en particulier. Un système ne fonctionne pas grâce au bruit ou à la quantité d'actions. Il fonctionne grâce à un but bien défini. Or, le but est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une révélation soudaine, d'une illumination presque mystique. En réalité, le but se construit avec l'attention que vous portez à vos envies, à vos élans naturels, à ce vers quoi vous revenez même après un échec. C'est une voix qui ne crie pas, qui murmure, et que l'on ne peut entendre que si l'on prend le temps d'écouter. C'est pourquoi la véritable construction d'un système commence non pas avec un logiciel ou un agenda, mais avec une conversation honnête avec soi-même. De quel genre de vie voulez-vous faire l'expérience au quotidien? Que signifie pour vous, concrètement, l'abondance? Est-ce une liberté créative?
du temps de qualité avec votre famille, la possibilité de travailler sans la crainte constante de manquer. Tant que vous ne l'aurez pas défini, vous ne pourrez ni mesurer vos progrès, ni optimiser vos journées, ni bâtir un système adapté à vos aspirations. La définition n'est pas une prison. C'est une charpente. Elle ne vous enferme pas, elle vous libère. Elle vous permet de dire non à ce qui vous éloigne de votre cap, non par peur, mais par force. Sans clarté, tout semble urgent. Avec clarté, vous pouvez hiérarchiser en toute confiance. L'étape pratique consiste à articuler votre vision, non pas en slogans creux ou en phrases inspirantes, mais en mots qui décrivent votre vie idéale dans ses détails les plus concrets. À quoi ressemble une journée parfaite pour vous? Quel type de travail réalisez-vous? Quelles personnes vous entourent? Quelle énergie ressentez-vous? Où vivez-vous? Quels problèmes choisissez-vous de résoudre? Cette démarche n'est pas de la rêverie gratuite, c'est un travail de conception. Si vous refusez de passer par cette étape, tous vos systèmes resteront creux, forcés ou mal ajustés. Beaucoup résistent à cette clarté parce qu'elle demande un engagement. Lorsque vous définissez ce que vous voulez vraiment, vous révélez aussi l'écart entre votre situation actuelle et vos aspirations. Et cet écart peut sembler inconfortable. Mais cet inconfort est en réalité un indicateur précieux. Il montre le chemin à parcourir et vous pousse à la croissance. La clarté ne doit pas seulement concerner les résultats, mais aussi l'expérience. Ne dites pas seulement que vous voulez gagner plus d'argent. Précisez que vous voulez le gagner en exerçant un travail qui vous passionne et qui vous laisse énergiser. Ne dites pas seulement que vous voulez la liberté. Précisez que vous voulez un emploi du temps qui laisse place à la créativité, au repos profond et au moment avec vos proches. Plus votre vision est riche en détails, plus il sera facile de la traduire en actions quotidiennes. Ce travail de définition ne doit pas être figé. Votre vision évoluera avec le temps, et c'est naturel. L'important est de commencer avec une clarté honnête, même imparfaite, et de laisser votre système croître avec vous. En avançant, vous affinerez votre cap et réajusterez vos structures. Les personnes qui marquent vraiment le monde ne sont pas celles qui s'éparpillent sur 10 projets à la fois, mais celles qui définissent leur mission avec tant de clarté qu'elles peuvent organiser toute leur vie autour d'elles. Leur système suit leur vision, et non l'inverse. Une fois votre vision claire, il faut l'ancrer dans votre quotidien. Cela peut signifier ajuster votre façon de commencer vos journées, revoir la structure de vos semaines ou la manière dont vous mesurez vos avancées. Cela peut impliquer de vous délester d'obligations qui n'ont plus leur place, de réorganiser votre espace de travail pour favoriser la concentration ou de protéger du temps dédié à la récupération. La définition crée l'alignement, et l'alignement permet au système de fonctionner avec moins de résistance. C'est ainsi que l'on passe d'une ambition dispersée à un élan concentré. On cesse d'essayer de tout gérer et l'on commence à gérer ce qui compte. On ne supprime pas l'effort, on le canalise. Pensez à cette clarté comme à une boussole. Dans un monde saturé de choix et de distractions, la boussole vaut plus que la carte. La carte peut vous montrer de nombreux chemins, mais la boussole vous rappelle toujours où se trouve votre nord. Vous n'êtes pas obligé de définir toute votre vie d'un coup. Commencez par le prochain chapitre que vous voulez écrire. Soyez précis. Donnez à vos objectifs une texture et une couleur. Créez des images mentales si nettes que vous pourriez presque les toucher. Ainsi, chaque action, chaque décision pourra être évaluée à l'aune de cette vision. C'est à partir de là que votre système pourra être conçu pour servir votre avenir et non pour simplement occuper vos journées. Avant même de parler d'outils, de planning ou de méthodes, il faut comprendre que le premier système qui influence tout le reste, c'est vous. Pas seulement vos habitudes, mais l'identité que vous portez silencieusement à chaque instant. Votre système le plus puissant, c'est l'ensemble de croyances,
de perception et de comportement qui compose votre image de vous-même. C'est lui qui détermine la façon dont vous utilisez vos journées, dont vous réagissez face aux obstacles et dont vous interprétez les opportunités. Beaucoup tentent de changer leur vie en se concentrant uniquement sur leurs actions visibles. Ils essaient de se lever plus tôt, de travailler plus dur, de se fixer plus d'objectifs. Mais si ces actions ne sont pas alignées avec l'identité profonde qu'ils entretiennent, elles finiront toujours par s'essouffler. Car l'être humain agit de façon cohérente avec la personne qu'il croit être. Si, au fond de vous, vous vous définissez comme quelqu'un de désorganisé, vos efforts pour devenir méthodique finiront par se heurter à cette conviction implicite. Changer son système de vie, c'est donc aussi changer l'histoire que l'on se raconte à propos de soi-même. Et cette histoire ne se modifie pas par de simples affirmations répétées, mais par l'accumulation d'actions cohérentes qui, peu à peu, réécrivent votre perception de qui vous êtes. Chaque fois que vous agissez en accord avec l'identité que vous souhaitez adopter, vous envoyez une preuve à votre esprit. Et avec suffisamment de preuves, l'esprit finit par ajuster sa vision. Ce processus est circulaire. Vos croyances influencent vos actions, et vos actions influencent vos croyances. C'est pour cela qu'il est souvent inutile d'attendre une confiance parfaite avant de commencer. La confiance se construit à travers les preuves que vous vous donnez en agissant malgré vos doutes. L'identité agit comme un filtre invisible. Deux personnes peuvent recevoir la même opportunité. L'une la saisira immédiatement, l'autre hésitera ou la rejettera, simplement parce que leur image d'elle-même n'autorise pas la même interprétation. L'une se dira « c'est exactement pour moi », tandis que l'autre pensera « je ne suis pas ce genre de personne ». Ce dialogue intérieur, souvent inconscient, oriente chaque choix, chaque réaction. Ainsi, bâtir un système efficace ne consiste pas seulement à organiser son emploi du temps, mais à s'aligner avec une identité qui correspond à vos objectifs. Si vous voulez devenir une personne disciplinée, commencez par agir comme quelqu'un qui l'est déjà, même à petite échelle. Si vous voulez être un créateur prolifique, mettez-vous chaque jour dans les conditions où la création devient naturelle. Chaque action répétée devient un vote pour l'identité que vous souhaitez adopter. Il faut aussi comprendre que l'identité se nourrit d'histoires que vous avez acceptées sans les questionner. Elles viennent de votre enfance, de votre culture, de vos expériences passées. Certaines de ces histoires sont utiles, d'autres non. Le travail consiste à examiner chacune d'elles et à décider si elles méritent de rester ou d'être remplacées. Par exemple, si vous vous êtes toujours défini comme « mauvais en organisation », il est temps de remettre en cause cette étiquette et de la remplacer par une version plus constructive, comme « en train d'apprendre à devenir organisé ». Les systèmes extérieurs, agenda, applications, listes, ne font que refléter le système intérieur que vous portez déjà. Si vous ne changez pas ce dernier, les outils resteront superficiels. Vous pouvez acheter le carnet le plus sophistiqué ou télécharger l'application la plus avancée, mais si vous continuez à penser comme la personne que vous étiez hier, vous finirez par reproduire les mêmes schémas. Le véritable levier, c'est de commencer par la question « Qui ai-je besoin de devenir pour que mes objectifs soient inévitables ?» Non pas simplement « Que dois-je faire ?» mais « Quelle personne doit agir dans ce scénario ?» Cela change la perspective. Vous ne cherchez plus seulement à accumuler des tâches accomplies, mais à construire une version de vous-même capable de maintenir et d'amplifier vos résultats. Ce changement d'identité demande aussi un environnement qui le soutienne. Car même la volonté la plus forte s'épuise dans un cadre qui la contredit en permanence. Si vous voulez vous voir comme quelqu'un de rigoureux, mais que votre entourage se moque de vos efforts ou vous incite constamment à abandonner, vous aurez du mal à solidifier cette nouvelle image. L'environnement agit comme un miroir.
Il reflète et renforce l'identité que vous incarnez. Choisir ou façonner un environnement qui alimente votre vision est donc une étape incontournable. Il faut également accepter que ce processus de transformation n'est pas linéaire. Vous allez parfois retomber dans vos anciens réflexes, et c'est normal. L'important est de ne pas interpréter ces moments comme une preuve que rien ne change, mais comme une étape naturelle du renforcement de votre nouvelle identité. Chaque fois que vous revenez sur votre chemin, vous renforcez votre engagement. Cette approche demande de la patience, mais elle est plus solide que les changements superficiels. Car lorsque l'identité change, les habitudes suivent automatiquement. Vous n'avez plus besoin de vous motiver chaque jour. Vous agissez par cohérence, pas par contrainte. Vous ne vous forcez pas à tenir un certain rythme, car ce rythme devient simplement votre façon de fonctionner. C'est ainsi qu'un système de vie prend racine, non pas dans la course aux méthodes miracles, mais dans la construction d'une identité qui rend vos objectifs naturels. Une fois cette base posée, tous les autres systèmes, financiers, professionnels, créatifs, peuvent se greffer dessus et prospérer. Si la vision et la destination et l'identité le véhicule, alors la discipline est le moteur. C'est elle qui transforme les intentions en réalité, qui transforme les rêves en résultats tangibles. Pourtant, le mot « discipline » évoque souvent quelque chose de rigide, de contraignant, presque militaire. Beaucoup l'associent à une lutte permanente contre soi-même, à une succession d'efforts pénibles et dénués de plaisir. Cette perception est erronée et surtout inefficace. La discipline n'est pas l'art de se faire violence, mais celui de créer un rythme où l'effort devient naturel. Elle n'est pas là pour vous priver, mais pour vous libérer de l'instabilité et du chaos. Sans discipline, chaque décision quotidienne devient un combat intérieur. Faut-il agir ou attendre, persévérer ou céder, avancer ou reporter? Avec discipline, ces choix se simplifient, car ils sont déjà faits en amont. Vous n'attendez pas l'inspiration. Vous suivez un engagement que vous avez construit. Le problème de la plupart des gens est qu'ils attendent de se sentir motivés pour agir. Or, la motivation est instable, changeante, soumise à l'humeur et aux circonstances. Un matin, elle est là, brûlante, et le lendemain, elle disparaît sans prévenir. La discipline, elle, ne dépend pas de l'humeur. C'est un cadre solide qui reste en place, même lorsque l'envie manque. C'est pourquoi elle est bien plus fiable que la motivation pour accomplir de grandes choses. Pour comprendre la discipline comme moteur invisible, il faut l'envisager comme une série de micro-engagements répétés. Ce ne sont pas de grandes résolutions héroïques, mais de petites décisions cohérentes, prises jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes. Par exemple, décidez que vous écrirez chaque matin, que vous ferez 30 minutes d'exercice, que vous consacrerez 1 heure à l'apprentissage d'une compétence. Ces actions, si elles sont menées avec régularité, construisent une force silencieuse qui vous porte, même dans les moments où tout semble aller à l'encontre de vos efforts. La discipline commence souvent par des choix simples. Beaucoup se perdent en voulant tout changer d'un coup, imposant à leur vie un régime de règles trop strictes qui s'effondre au bout de quelques jours. Le secret est de commencer petit, mais de rester constant. Mieux vaut instaurer une habitude modeste que l'on tient sans effort, que de viser une transformation totale que l'on abandonne rapidement. Car chaque victoire, même minuscule, alimente votre identité de personne disciplinée et renforce votre système. Il faut aussi distinguer la discipline intelligente de la discipline aveugle. La discipline intelligente sait quand s'adapter, quand ajuster le rythme, quand revoir les priorités. La discipline aveugle, elle, s'accroche à un plan même lorsqu'il ne sert plus l'objectif initial. Un système vivant doit pouvoir évoluer, et la discipline doit servir la vision, non l'inverse. Un autre point essentiel est la gestion des tentations et distractions.
La discipline ne se résume pas à résister en permanence. Elle consiste aussi à concevoir un environnement qui rend les bons choix plus faciles et les mauvais moins accessibles. Par exemple, un espace de travail épuré, un téléphone éloigné pendant les périodes de concentration, des routines matinales qui placent vos priorités avant les obligations des autres. Vous ne comptez pas uniquement sur votre force de volonté, vous la protégez en réduisant les occasions de la gaspiller. Il faut également accepter que la discipline, comme un muscle, se renforce avec l'usage. Les premières semaines peuvent sembler difficiles, car vous luttez contre vos anciens réflexes. Mais, à mesure que vous répétez les mêmes engagements, l'effort se transforme en automatisme. Ce qui demandait une énergie consciente devient une seconde nature. C'est à ce moment-là que votre système gagne en puissance. Vous avancez presque sans y penser, porté par l'élan accumulé. La discipline, lorsqu'elle est bien intégrée, donne un sentiment paradoxal de liberté, car elle élimine le bruit mental des décisions incessantes. Vous n'avez plus à débattre avec vous-même chaque matin pour savoir si vous allez agir. Vous agissez. Cette clarté mentale libère une énergie précieuse que vous pouvez consacrer à la création, à la réflexion, à la stratégie. Enfin, il est important de comprendre que la discipline n'est pas une punition que l'on s'inflige, mais un acte de respect envers soi-même. C'est la preuve que l'on prend au sérieux sa vision et que l'on est prêt à lui donner les moyens d'exister. C'est un engagement quotidien qui dit « Je choisis de vivre selon mes intentions plutôt que selon mes excuses. » Avec une vision claire, une identité alignée et une discipline solide, votre système de vie devient une structure capable de résister aux tempêtes et de vous guider vers vos objectifs, même dans l'incertitude. C'est ce moteur invisible qui, chaque jour, vous rapproche de la vie que vous avez décidé de construire. Pendant longtemps, l'organisation personnelle a été abordée comme une question de gestion du temps. On remplissait des agendas, on optimisait les horaires, on découpait les journées en blocs soigneusement calibrés. Mais cette approche, bien qu'utile, néglige un facteur essentiel. Le temps n'a de valeur que si vous avez l'énergie pour l'utiliser. Une heure de travail, lorsque vous êtes pleinement concentré et engagé, n'équivaut pas à une heure passée à lutter contre la fatigue ou la distraction. La vraie ressource à protéger et à optimiser, ce n'est pas seulement votre emploi du temps, c'est votre énergie. L'énergie physique, mentale et émotionnelle est le carburant qui alimente toutes vos actions. Sans elle, les meilleures méthodes d'organisation deviennent inutiles. Comprendre cela change complètement la manière de concevoir son système de vie. L'énergie physique, d'abord, dépend de votre santé et de vos habitudes corporelles. Le sommeil, l'alimentation, l'hydratation et le mouvement sont les piliers de ce capital invisible. Beaucoup tentent de compenser un manque de sommeil par plus de café ou un surplus d'heures de travail, mais cette stratégie épuise rapidement le corps. Un système efficace commence par assurer à l'organisme les conditions qui lui permettent de fonctionner à plein régime. Cela signifie un sommeil régulier et réparateur, des repas équilibrés, une hydratation suffisante et une activité physique régulière. L'énergie mentale, quant à elle, est liée à votre capacité à vous concentrer, à traiter l'information et à prendre des décisions. Chaque décision que vous prenez consomme une part de cette énergie. C'est pourquoi il est judicieux de réduire la charge décisionnelle en automatisant certaines routines, en préparant vos journées à l'avance et en éliminant les distractions inutiles. Plus votre esprit est dégagé des choix insignifiants, plus il peut se consacrer aux tâches importantes. L'énergie émotionnelle, enfin, est souvent la plus sous-estimée. Elle est influencée par votre environnement, vos relations, vos pensées. Une conversation toxique, un climat de conflit ou même un flux constant d'informations négatives peut drainer cette énergie à un rythme surprenant.
Protéger son énergie émotionnelle, c'est apprendre à poser des limites, à choisir ses interactions et à nourrir un état d'esprit qui soutient plutôt qu'il ne sabote vos efforts. Il est crucial de comprendre que ces trois formes d'énergie interagissent. Un manque de sommeil affecte votre concentration et votre humeur. Une mauvaise gestion émotionnelle peut provoquer de la fatigue physique, et un excès de stimulation mentale peut vous empêcher de vous reposer correctement. Un système de vie performant prend donc en compte cette interdépendance et veille à nourrir ces trois réservoirs simultanément. L'un des leviers les plus puissants pour optimiser son énergie est de travailler avec ses cycles naturels. Chacun a des moments dans la journée où il est plus alerte, plus créatif, plus capable de réflexion profonde. Identifier ces fenêtres et y placer les tâches les plus exigeantes maximise l'efficacité. À l'inverse, les périodes de baisse peuvent être réservées aux tâches plus simples ou aux pauses réparatrices. La gestion de l'énergie implique également de prévoir des phases de récupération. Dans un monde qui glorifie l'activité constante, beaucoup considèrent le repos comme une perte de temps. C'est une erreur stratégique. Le repos est l'investissement qui permet de maintenir un haut niveau de performance sur la durée. Ignorer ce principe conduit à l'épuisement, et un système épuisé finit toujours par s'effondrer. Un autre aspect important est la gestion des fuites d'énergie. Ces petites habitudes ou situations qui, prises individuellement, semblent insignifiantes, mais qui, cumulées, vident vos réserves. Cela peut être des engagements pris par habitude, mais qui ne vous apportent rien, des tâches que vous reportez sans cesse et qui occupent votre esprit, ou encore un environnement désordonné qui crée une tension diffuse. Identifier et colmater ces fuites libère une quantité surprenante d'énergie disponible pour ce qui compte vraiment. Dans ce contexte, il est utile de concevoir sa journée non comme une série d'heures à remplir, mais comme une séquence de pics et de récupération. Travailler intensément pendant un certain temps, puis s'accorder une pause régénératrice, permet de maintenir un haut niveau de concentration sans s'épuiser. Ce modèle, utilisé par de nombreux sportifs et créateurs, repose sur le respect du corps et de l'esprit. Enfin, la gestion de l'énergie demande de l'attention à soi. Cela signifie être capable de percevoir les signaux de fatigue, de stress ou de saturation avant qu'ils ne deviennent des obstacles majeurs. Trop souvent, on ne réagit qu'une fois arrivé au point de rupture. Apprendre à écouter ces signaux et à ajuster le rythme est une compétence clé pour durer. En plaçant la gestion de l'énergie au cœur de votre système, vous cessez de mesurer vos journées uniquement en heures travaillées. Vous commencez à les évaluer en termes de qualité d'attention, de profondeur d'engagement et de capacité à avancer vers vos objectifs. Cette perspective transforme non seulement votre productivité, mais aussi votre bien-être, car elle respecte la réalité biologique et psychologique de l'être humain. Dans un monde saturé de notifications, de sollicitations et d'informations instantanées, la concentration profonde est devenue une ressource rare et précieuse. Pourtant, c'est dans ces états d'attention totale que l'on produit nos meilleures œuvres, que l'on résout les problèmes complexes et que l'on progresse vraiment sur nos objectifs les plus ambitieux. La concentration profonde, ou deep work, n'est pas seulement une compétence à acquérir, c'est une discipline à cultiver. La première vérité à comprendre est que notre attention est limitée. Elle fonctionne comme un faisceau lumineux. Plus il est dispersé, moins il éclaire avec intensité. Chaque interruption, chaque pensée parasite, chaque aller-retour mental entre deux tâches réduit cette intensité. Et contrairement à ce que certains aiment croire, le multitâche n'existe pas vraiment. Ce que nous appelons multitâche n'est en réalité qu'un passage rapide d'une activité à l'autre, qui entraîne une perte de performance à chaque changement. Pour accéder à la concentration profonde, il faut donc créer les conditions qui permettent à l'esprit de plonger dans un seul sujet
sans distraction. Cela commence par un environnement adapté, un espace de travail dépourvu de sollicitations inutiles, où tout ce dont vous avez besoin est à portée de main et où rien ne vous invite à dériver vers autre chose. La clarté physique favorise la clarté mentale. Mais l'environnement ne suffit pas. La concentration profonde exige également une préparation intérieure. Notre esprit a besoin d'un temps d'adaptation pour passer de la dispersion à l'attention soutenue. C'est pourquoi les rituels de démarrage sont si puissants. Un geste précis, une boisson chaude, une musique instrumentale, ou même une courte séance de respiration peuvent signalement signaler à votre cerveau que le moment est venu de se plonger dans la tâche. Une fois engagé, l'objectif est de prolonger cet état le plus longtemps possible. Les recherches montrent qu'il faut souvent entre 15 et 20 minutes pour atteindre un niveau d'attention optimal. Mais une fois ce seuil franchi, la productivité et la créativité peuvent se décupler. C'est dans cette zone que le temps semble se dilater, que l'on perd la notion des minutes qui passent, absorbées par l'activité. Un autre élément crucial est la gestion des interruptions. Chaque fois que vous quittez votre tâche, même pour une distraction de quelques secondes, votre esprit doit retrouver le fil, ce qui peut prendre plusieurs minutes. C'est pourquoi il est essentiel de protéger ces moments de travail intenses comme on protégerait un rendez-vous important. Cela peut passer par la désactivation des notifications, la fermeture des applications inutiles, ou même l'annonce claire à votre entourage que vous n'êtes pas disponible pendant un certain laps de temps. La concentration profonde n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est aussi un état profondément satisfaisant. En nous immergeant complètement dans ce que nous faisons, nous ressentons un sens d'accomplissement et de maîtrise qui nourrit notre motivation à long terme. Ce sentiment, parfois appelé flow, est l'un des plus puissants moteurs du bien-être au travail et dans la vie. Pour développer cette capacité, il est utile de s'entraîner régulièrement. Comme un muscle, l'attention se renforce avec l'usage. Commencez par de courtes sessions sans distraction, puis allongez progressivement la durée. Ne cherchez pas à forcer immédiatement de longues périodes, au risque de vous décourager. L'important est la régularité. Mieux vaut 30 minutes de concentration totale chaque jour que 3 heures occasionnelles dans un mois. La concentration profonde implique aussi de choisir ses priorités. Nous ne pouvons pas tout traiter avec la même intensité. En identifiant les tâches qui apportent la plus grande valeur à vos objectifs, vous décidez où investir votre attention de qualité. C'est ce que l'on pourrait appeler réserver son énergie mentale aux tâches à fort rendement. Une difficulté fréquente est la lutte contre les pensées intrusives. L'esprit, même motivé, peut être tenté de s'évader vers des idées, des inquiétudes ou des envies sans lien avec la tâche. Une technique efficace consiste à noter rapidement ses pensées sur un carnet, puis à revenir immédiatement à l'activité. Ainsi, vous rassurez votre cerveau en enregistrant l'information sans lui permettre de détourner votre attention. Il est aussi important de savoir quand interrompre volontairement une session de travail profond. La fatigue mentale finit toujours par réduire la qualité de l'attention. Plutôt que de persister jusqu'à l'épuisement, terminez vos sessions à un moment où vous êtes encore dans un bon rythme. Cela crée une sensation positive et renforce votre envie de revenir à la tâche la prochaine fois. Enfin, il faut comprendre que la concentration profonde est incompatible avec un mode de vie saturé d'interruptions constantes. Si vos journées sont ponctuées de vérifications compulsives d'emails, de réseaux sociaux ou de messages, il sera difficile de plonger dans un état de travail intense. La maîtrise de votre attention exige de choisir consciemment où et quand vous la déployez. En cultivant l'art de la concentration profonde, vous gagnez un avantage rare dans un monde distrait. Vous devenez capable de produire un travail de qualité exceptionnelle en moins de temps, tout en ressentant plus de satisfaction dans vos efforts. Et plus vous pratiquez, plus cet état devient naturel,
jusqu'à devenir une composante essentielle de votre système de vie. Dans un monde où la vitesse du changement dépasse souvent notre capacité à nous adapter, l'apprentissage continu n'est plus un luxe réservé aux passionnés de savoir. Il est devenu une nécessité vitale. Chaque nouvelle technologie, chaque transformation sociale, chaque mutation économique crée un écart entre ceux qui s'adaptent et ceux qui restent figés dans leurs habitudes. Ceux qui choisissent de cultiver leur curiosité et d'enrichir constamment leurs compétences possèdent un avantage décisif. Apprendre en continu, ce n'est pas seulement acquérir des informations nouvelles, c'est développer une posture d'ouverture et d'exploration face à l'inconnu. C'est comprendre que chaque expérience, chaque succès, chaque échec peut devenir une source de connaissances si l'on sait l'analyser. Un système d'apprentissage continu repose sur 3 piliers: la curiosité, la méthode et l'application. La curiosité est le moteur. Elle pousse à poser des questions, à chercher des réponses, à ne pas se contenter de ce que l'on croit savoir. Dans un monde saturé d'opinions rapides et de conclusions hâtives, la curiosité est une force qui permet d'aller au-delà de la surface. Elle nous pousse à explorer d'autres points de vue, à lire des ouvrages qui sortent de notre domaine habituel, à écouter ceux dont les expériences diffèrent des nôtres. La méthode, quant à elle, est le cadre qui donne forme à cet élan. Un apprentissage efficace ne se limite pas à accumuler des connaissances de manière désordonnée. Il s'agit de structurer ses sources, de filtrer les informations, de créer des synthèses. La prise de notes, la relecture active, l'usage de cartes mentales ou de résumés visuels peuvent aider à organiser ce flux. De même, l'auto-évaluation régulière permet de mesurer ses progrès et d'identifier les zones à renforcer. Enfin, l'application transforme la connaissance en compétences réelles. Lire un livre sur un sujet ne suffit pas à en maîtriser les concepts. Il faut les mettre en pratique. Cette application peut prendre la forme d'exercices, de projets personnels, de discussions avec des experts ou de mentorat. L'expérience concrète ancre les apprentissages bien plus solidement que la simple théorie. Un élément clé de l'apprentissage continu est la capacité à relier les informations entre elles. Les idées les plus innovantes naissent souvent de la rencontre entre 2 domaines apparemment éloignés. Un scientifique qui s'intéresse à la philosophie, un entrepreneur qui étudie l'histoire de l'art, un musicien qui explore la physique. Ces croisements créent des perspectives uniques. Il est aussi important de reconnaître que l'apprentissage n'est pas linéaire. Il se compose de phases d'accumulation, de moments de doute, de déclics soudains et parfois de recul apparent. Les périodes où rien ne semble avancer peuvent, en réalité, être des phases d'intégration, où le cerveau consolide les nouvelles informations. Pour rendre cet apprentissage constant, il faut l'intégrer à la vie quotidienne. Cela peut passer par la lecture quotidienne, même courte, l'écoute de podcasts instructifs lors des trajets, l'inscription à des formations en ligne ou la participation à des discussions stimulantes. Le secret est la régularité. Quelques minutes par jour valent mieux que des sessions massives mais espacées. Il est également crucial de cultiver l'humilité intellectuelle. Reconnaître que l'on ne sait pas tout, accepter que ses opinions puissent être remises en question, rester prête à ajuster ses croyances face à de nouvelles preuves. Cette attitude est ce qui permet de continuer à progresser, même après des années d'expérience. Dans ce processus, les erreurs deviennent des alliés. Chacune d'elles, analysée avec lucidité, révèle une leçon. Ce qui distingue les apprenants efficaces, ce n'est pas l'absence d'échecs, mais leur capacité à en tirer des enseignements concrets. L'apprentissage continu s'inscrit aussi dans une perspective collective. Partager ce que l'on apprend avec d'autres, enseigner, transmettre, non seulement renforce sa propre compréhension, mais contribue à un environnement où la connaissance circule. Les échanges créent un effet multiplicateur. Chacun enrichit l'autre de son expérience et de ses découvertes. Enfin,
Il faut comprendre que l'apprentissage est un processus sans fin. Il ne s'arrête pas avec un diplôme, ni avec un certain âge. Tant que l'on garde un esprit attentif et ouvert, chaque journée peut offrir une occasion d'apprendre. Cette posture transforme la vie entière en un terrain d'exploration et de croissance. Celui qui intègre l'apprentissage continu dans son système de vie se donne les moyens de rester pertinent, adaptable et créatif, quelles que soient les évolutions de son environnement. C'est un investissement qui rapporte des dividendes dans tous les domaines, professionnels, personnels, intellectuels et même émotionnels. La maîtrise de soi n'est pas un don réservé à quelques individus naturellement calmes ou détachés. C'est une compétence que chacun peut cultiver, un art subtil qui consiste à gouverner ses pensées, ses émotions et ses actions, au lieu d'en être l'esclave. Dans un monde où les stimuli sont constants et où les réactions impulsives sont encouragées par la rapidité des échanges, la discipline émotionnelle devient un véritable bouclier. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Les émotions sont des signaux précieux. Elles indiquent ce qui compte pour nous, ce qui nous blesse, ce qui nous motive. Cependant, lorsqu'elles dictent nos réactions sans filtre, elles peuvent nous conduire à des comportements que nous regrettons plus tard. La maîtrise de soi consiste à créer un espace entre le stimulus et la réponse, un moment où nous pouvons choisir consciemment comment agir. La première étape de cette discipline est la conscience de soi. Il est impossible de contrôler ce que l'on ne perçoit pas. Prendre l'habitude d'observer ses pensées et ses ressentis, sans jugement, permet de détecter les premiers signes d'une réaction émotionnelle intense. Un battement de cœur plus rapide, une tension dans les épaules, une voix intérieure qui s'élève. Tous ces indices sont des signaux d'alerte. Une fois la conscience éveillée, la respiration devient un outil central. Inspirer profondément, expirer lentement, ramène le corps à un état plus calme. Ce simple geste envoie au cerveau un message de sécurité, réduisant ainsi l'intensité émotionnelle. Dans cet état plus stable, il est plus facile de réfléchir clairement et de prendre des décisions alignées avec nos valeurs, plutôt que dictées par l'instant. La discipline émotionnelle se nourrit également de la clarté sur ses objectifs. Quand on sait ce que l'on veut vraiment à long terme, il devient plus naturel de résister aux impulsions qui ne servent pas cette vision. Par exemple, choisir de ne pas répondre à un commentaire provocateur sur un coup de colère, parce que l'objectif est de maintenir une image professionnelle irréprochable. Un autre aspect fondamental est la gestion des pensées. Nos émotions sont souvent alimentées par le récit que nous nous racontons. En modifiant ce récit, nous pouvons influencer notre ressenti. Face à un contretemps, on peut se dire « c'est insupportable » ou choisir de penser « c'est une opportunité d'apprendre la patience ». Cette flexibilité cognitive n'efface pas la réalité, mais change notre manière d'y réagir. La discipline émotionnelle ne se limite pas aux moments de tension. Elle se construit aussi dans la gestion des plaisirs immédiats. Résister à la tentation de remettre à plus tard une tâche importante pour se distraire sur son téléphone, choisir de poursuivre un projet malgré la fatigue, ou encore maintenir une habitude saine quand la motivation faiblit. Tout cela fait partie de la maîtrise de soi. Une pratique efficace pour renforcer cette discipline est la visualisation. Se représenter mentalement des situations où l'on agit avec calme et lucidité prépare le cerveau à reproduire ce comportement dans la réalité. Cette technique, utilisée par des sportifs de haut niveau et des dirigeants, permet d'installer un schéma de réponse maîtrisé. Il est aussi essentiel de savoir se pardonner ses écarts. Personne n'incarne la maîtrise de soi à la perfection. Il y aura des moments où l'on réagira trop vite, où l'on cédera à une impulsion. L'important est de voir ces instants comme des occasions de renforcer sa vigilance, non comme des preuves d'échec. La discipline émotionnelle s'étend à la manière dont nous interagissons avec les autres.
écouter véritablement sans préparer sa réponse, accueillir les critiques sans se fermer, exprimer ses besoins de façon claire et respectueuse. Tout cela demande une gestion fine de ses réactions internes. Enfin, la maîtrise de soi est indissociable de l'entretien global de notre corps et de notre esprit. Le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée ou un niveau de stress chronique réduisent considérablement notre capacité à rester maître de nous-mêmes. Inversement, un corps reposé et nourri correctement soutient un esprit plus stable et réactif de manière constructive. En cultivant cette discipline émotionnelle, nous devenons moins vulnérables aux manipulations extérieures, plus capables de faire face aux imprévus et mieux armés pour poursuivre nos objectifs dans la durée. C'est une force intérieure qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre engagement à être les capitaines de notre propre navire. L'adversité est une compagne inévitable de la vie. Qu'il s'agisse d'une perte, d'un échec, d'une trahison ou d'une crise imprévue, chacun de nous finit par rencontrer des épreuves qui bouleversent notre trajectoire. Si certaines personnes semblent se briser sous le poids des difficultés, d'autres, au contraire, paraissent en ressortir plus fortes, plus sages, plus résilientes. Cette différence ne tient pas à la chance ou à un caractère exceptionnel, mais à une capacité cultivée. Transformer l'adversité en force. Ce processus commence par un changement de perception. Devant un obstacle, la réaction spontanée est souvent la colère, la peur ou le découragement. Ces émotions sont naturelles, mais si elles nous enferment trop longtemps, elles nous privent de la possibilité d'agir. La première étape consiste donc à accepter la réalité de la situation, même si elle est douloureuse. Accepter ne veut pas dire approuver ou s'y résigner, mais reconnaître qu'elle est là et qu'il faut composer avec elle. Une fois cette lucidité acquise, l'adversité peut devenir un terrain d'apprentissage. Chaque épreuve porte en elle des leçons, parfois invisibles sur le moment. Elles peuvent révéler nos failles, mais aussi nos ressources insoupçonnées. Une personne licenciée peut découvrir une passion enfouie ou une capacité d'adaptation qu'elle n'avait jamais explorée. Quelqu'un confronté à une maladie peut apprendre la valeur de la patience, de l'écoute de soi, ou encore la priorité à donner à certaines relations. Transformer l'adversité en force suppose aussi de cultiver une vision à long terme. Dans l'instant, la douleur ou la frustration domine, mais si l'on parvient à replacer l'événement dans le cadre plus vaste de sa vie, il devient possible d'en extraire un sens. Les obstacles peuvent être vus comme des détours qui mènent à des horizons inattendus, voire plus riches que ceux initialement prévus. La résilience, cette capacité à rebondir, s'appuie sur plusieurs piliers. Le premier est l'état d'esprit de croissance. Il s'agit de croire que nos capacités ne sont pas figées, que nous pouvons apprendre, évoluer et nous améliorer, même après des revers. Cet état d'esprit change radicalement notre rapport à l'échec. Il n'est plus une fin en soi, mais une étape dans le cheminement. Le deuxième pilier est le soutien social. Les épreuves sont plus supportables lorsque l'on peut compter sur des personnes bienveillantes, capables d'écouter sans jugement, d'encourager et parfois de proposer des perspectives nouvelles. Cultiver ces liens avant que la tempête ne frappe est un acte de prévoyance. Le troisième pilier est l'action intentionnelle. Face à l'adversité, l'inaction prolonge la souffrance. Même de petites actions, écrire ses pensées, réorganiser ses priorités, apprendre une nouvelle compétence, créent un mouvement qui rompt l'inertie. Ce mouvement, aussi modeste soit-il, alimente un sentiment de maîtrise et redonne de l'élan. Il faut aussi savoir puiser dans les exemples de ceux qui ont surmonté des épreuves similaires. Les biographies, les témoignages ou même les histoires transmises oralement offrent des modèles inspirants. Elles rappellent que d'autres ont affronté des tempêtes et ont trouvé des chemins de sortie, parfois plus lumineux que ce qu'ils imaginaient. Une technique puissante pour transformer l'adversité
consiste à reformuler l'histoire que l'on se raconte. Plutôt que de se voir comme une victime passive des circonstances, il est possible de se percevoir comme un protagoniste actif, en train de vivre une étape difficile, mais formatrice de son parcours. Ce changement narratif renforce la confiance et le sentiment d'agir sur sa vie. L'adversité nous oblige aussi à revoir nos priorités. Ce que l'on croyait indispensable peut perdre de son importance, tandis que des aspects négligés prennent soudain une place centrale. Ces réajustements, bien que souvent imposés par la douleur, peuvent mener à une vie plus alignée avec nos valeurs profondes. Il est important de souligner que transformer l'adversité ne veut pas dire ignorer la souffrance. Les émotions négatives ont besoin d'être reconnues et traversées. Les refouler ne fait que prolonger leur emprise. En revanche, les accueillir sans s'y attacher permet de les laisser circuler et de retrouver une clarté d'esprit. Avec le temps, les épreuves laissent parfois place à un sentiment de gratitude inattendu, non pas pour la douleur elle-même, mais pour la croissance, la sagesse ou les rencontres qu'elle a engendrées. Ce paradoxe est l'une des marques d'une transformation réussie. Ce qui paraissait insupportable devient un chapitre essentiel de notre histoire. Enfin, transformer l'adversité en force, c'est accepter que la vie soit faite d'impermanence. Les réussites comme les épreuves passent. Rien n'est figé. Cette conscience de la transience des choses libère une énergie précieuse. Celle qui nous pousse à vivre pleinement chaque instant, à apprendre de tout et à avancer, même lorsque le chemin est incertain. La réussite, quelle que soit la forme qu'elle prend, personnelle, professionnelle ou artistique, ne se construit pas dans l'instant. Elle se forge dans le temps, par une accumulation de gestes, d'efforts et de choix répétés jour après jour. Si le talent, l'intelligence ou l'opportunité peuvent jouer un rôle, rien ne remplace la constance et la persévérance. Ces deux qualités, souvent négligées à une époque où l'on cherche des résultats rapides, sont pourtant les leviers les plus puissants pour atteindre des objectifs durables. La constance, c'est la capacité à agir de manière régulière, même lorsque l'enthousiasme initial s'estompe. C'est continuer à écrire une page par jour, à s'entraîner physiquement, à apprendre un mot d'une langue étrangère, sans attendre que la motivation vienne frapper à la porte. Car la motivation est instable, alors que les habitudes sont fiables. La persévérance, quant à elle, est cette force intérieure qui nous pousse à continuer malgré les obstacles, les retards ou les échecs. Ces deux qualités se nourrissent mutuellement. La constance crée une base solide qui rend la persévérance plus naturelle, tandis que la persévérance permet de maintenir la constance face aux difficultés. Un musicien qui répète ses gammes chaque jour développe une discipline qui, lorsqu'il rencontre une pièce particulièrement complexe, lui donne la force de persévérer jusqu'à la maîtriser. La première étape pour cultiver la constance est de se fixer des objectifs clairs et atteignables. Trop souvent, l'échec vient d'objectifs flous ou irréalistes qui découragent dès les premiers pas. Commencer petit, mais avancer chaque jour, est plus efficace que de viser trop haut et d'abandonner rapidement. Écrire 3 lignes par jour peut sembler insignifiant, mais au bout d'un an, cela représente plus d'un livre entier. Il est aussi essentiel de créer un environnement propice à la régularité. Cela signifie organiser son espace, son emploi du temps et même ses relations pour soutenir l'objectif. Un lieu de travail ordonné, un créneau horaire fixe et l'entourage de personnes encourageantes peuvent transformer une tâche en habitude naturelle. La persévérance, elle, s'appuie sur un état d'esprit particulier. Considérer les obstacles comme des étapes du chemin plutôt que comme des murs infranchissables. Chaque difficulté surmontée renforce la confiance en soi et augmente notre tolérance à l'effort. Ce processus transforme l'échec en information précieuse. Un entrepreneur qui voit un projet échouer peut analyser ce qui n'a pas fonctionné, ajuster sa stratégie et tenter à nouveau, plus armé qu'avant. Une technique efficace pour entretenir la constance est de suivre ses progrès.
Tenir un journal, cocher chaque jour sur un calendrier ou utiliser une application de suivi permettent de visualiser les efforts accumulés. Cette représentation concrète agit comme un moteur psychologique. On hésite moins à continuer lorsqu'on voit le chemin déjà parcouru. Il est également crucial de protéger sa constance contre les distractions. Dans un monde saturé de sollicitations, savoir dire non aux interruptions inutiles est un acte de discipline. Chaque fois qu'on cède à une distraction, on fragilise la chaîne de régularité. Apprendre à créer des zones sans téléphone, à limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou à bloquer des périodes entières pour le travail profond renforce la capacité à rester constant. La persévérance demande aussi de savoir gérer son énergie. Beaucoup confondent persévérance et épuisement, pensant qu'il faut toujours forcer sans pause. Or, la persévérance véritable inclut la capacité à se reposer stratégiquement pour revenir plus fort. Comme un athlète qui alterne entraînement et récupération, celui qui veut durer dans le temps doit équilibrer effort et régénération. Les histoires des grands inventeurs, artistes ou sportifs regorgent d'exemples où la constance et la persévérance ont surpassé le talent brut. Thomas Edison aurait mené des milliers d'expériences infructueuses avant d'inventer l'ampoule électrique fonctionnelle. Il voyait chaque tentative non comme un échec, mais comme une manière d'éliminer une solution inefficace et de se rapprocher de la bonne. Un autre aspect essentiel est la capacité à rester fidèle à ses engagements, même lorsque les résultats se font attendre. La constance est parfois ingrate au début, car les progrès sont invisibles. C'est l'accumulation silencieuse qui, soudain, produit un bond visible. Ce moment n'arrive que pour ceux qui ont persévéré suffisamment longtemps pour le voir. Enfin, la constance et la persévérance ne sont pas seulement des moyens d'atteindre des objectifs. Elles transforment la personne elle-même. Celui qui pratique la discipline quotidienne développe une confiance tranquille, une solidité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette force devient un atout dans toutes les sphères de la vie, bien au-delà de l'objectif initial. En cultivant ces deux leviers, on apprend que la réussite n'est pas un sprint, mais un marathon, et que, souvent, ceux qui triomphent ne sont pas les plus rapides ou les plus doués, mais ceux qui ont refusé d'arrêter de marcher, pas à pas, jour après jour. Au fil des chapitres précédents, nous avons exploré de nombreuses notions, la gestion de l'attention, la discipline mentale, la résilience face à l'adversité, la constance dans l'effort, ou encore l'art de transformer chaque expérience en opportunité d'apprentissage. Mais comprendre ces concepts isolément ne suffit pas. Le véritable défi réside dans leur intégration dans une vie équilibrée, où l'efficacité coexiste avec le bien-être, où les ambitions se marient avec la sérénité et où les actions quotidiennes reflètent profondément nos valeurs. Une vie harmonieuse n'est pas l'absence de difficultés ou de tensions. C'est plutôt une existence où chaque domaine, travail, santé, relations, développement personnel, trouve sa juste place, sans qu'aucun n'étouffe les autres. Pour parvenir à cette intégration, il faut commencer par clarifier ses priorités. Trop de personnes vivent selon des objectifs hérités de la société, de la famille ou de comparaisons constantes avec les autres, sans jamais se demander ce qui compte réellement pour elles. Cette étape d'introspection est indispensable. Elle permet de définir un cap qui guidera ensuite toutes les décisions. Une fois ce cap établi, les pratiques que nous avons abordées prennent tout leur sens. La discipline mentale, par exemple, n'est pas seulement un outil pour se forcer à travailler. Elle devient un moyen de consacrer du temps à ce qui compte vraiment, tout en évitant que des distractions mineures ne volent notre énergie. La résilience, elle, n'est pas simplement la capacité de survivre à des coups durs, mais celle de rester fidèle à ses valeurs et à sa direction, même lorsque le vent tourne. L'intégration passe aussi par la création de routines conscientes. Trop souvent,
On imagine que la liberté consiste à éviter toute structure. En réalité, les habitudes bien conçues libèrent l'esprit pour des tâches plus créatives et réduisent le stress lié aux décisions constantes. Par exemple, réserver chaque matin un moment pour la réflexion ou la méditation peut ancrer la journée dans la clarté. Allouer des plages horaires fixes au travail profond, puis à la récupération, aide à préserver l'équilibre. Un élément essentiel d'une vie harmonieuse est la gestion de l'énergie sur le long terme. Cela signifie comprendre que nous ne sommes pas des machines capables de produire de manière identique chaque jour. Il y a des cycles d'activité, de repos et même de créativité. Les respecter, c'est éviter l'épuisement tout en optimisant les périodes productives. Ce respect du rythme personnel implique aussi de savoir dire non. Chaque engagement pris consomme une part de temps, d'attention et de ressources. Accepter de manière automatique finit par diluer nos forces. L'harmonie demande également un équilibre entre ambition et satisfaction. L'ambition nous pousse à grandir, à atteindre de nouveaux sommets. La satisfaction nous permet d'apprécier ce que nous avons déjà, sans vivre dans une frustration permanente. Trop d'ambition peut mener à l'épuisement, trop de satisfaction peut conduire à la stagnation. Trouver ce juste milieu demande de cultiver à la fois la gratitude et la curiosité. Un autre aspect clé est la cohérence entre nos actions et nos valeurs profondes. Beaucoup de tensions intérieures viennent de cette dissonance. Vouloir la paix intérieure tout en nourrissant des conflits inutiles, prôner la santé tout en négligeant son corps, ou chercher l'authenticité tout en jouant un rôle constant. Intégrer toutes les pratiques abordées dans ce livre suppose donc de vérifier régulièrement cette cohérence et d'ajuster le cap lorsque l'on s'en éloigne. Les relations humaines occupaient une place centrale dans cette harmonie. Investir dans des liens de qualité, fondés sur le respect et le soutien mutuel, renforce toutes les autres dimensions de la vie. Ce réseau de relations devient un appui précieux dans les moments de doute, mais aussi une source de joie quotidienne. Prendre le temps d'écouter, de comprendre et de nourrir ces relations est une pratique qui devrait être intégrée au même titre que l'exercice physique ou la réflexion personnelle. Il est aussi important d'intégrer dans sa vie des moments dédiés à la croissance personnelle pure, détachés de toute obligation professionnelle. Apprendre une compétence par plaisir, explorer une discipline artistique ou s'engager dans une cause qui nous tient à cœur nourrit la créativité et renforce le sens de notre parcours. L'harmonie n'exclut pas la discipline, et la discipline ne doit pas étouffer la spontanéité. Il est possible, et même souhaitable, de laisser de la place à l'imprévu. Les découvertes inattendues, les conversations fortuites ou les occasions qui surgissent sans prévenir enrichissent notre existence. Trop de rigidité empêche de saisir ces opportunités. Trop de laxisme les noie dans le chaos. La clé pour intégrer toutes ces dimensions réside dans la conscience quotidienne. Cela ne signifie pas analyser chaque geste au microscope, mais rester attentif à la manière dont nous dépensons notre temps, notre énergie et notre attention. Ce type de vigilance douce, loin d'être fatigante, devient un guide qui nous ramène à l'essentiel lorsque nous dérivons. Enfin, il faut accepter que l'harmonie soit un état dynamique, non un point fixe. La vie évolue, nos priorités changent, et les pratiques qui nous convenaient hier peuvent devoir être adaptées demain. Cette capacité à ajuster, sans culpabilité, est l'un des signes les plus sûrs que nous avons intégré les leçons apprises. Ainsi, intégrer toutes les pratiques explorées dans ce parcours ne revient pas à créer un carcan rigide, mais à tisser un fil conducteur qui relie chaque journée à une vision plus vaste de notre vie. C'est construire une existence où chaque geste, aussi modeste soit-il, s'inscrit dans une cohérence globale. Et c'est dans cette cohérence, plus que dans l'accumulation de succès isolés, que réside la véritable réussite.